Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle session du Comité marocain des tests logiciels. Bienvenue aux professionnels du Maroc et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre expert en tests de performance et automatisation, Marwan Himdi. Il nous parlera aujourd'hui de comment réussir son projet de test de performance. J'attire juste votre attention sur la possibilité de rédiger vos questions sur le chat de Zoom. Les questions seront posées aux conférenciers dans la partie questions et réponses à la fin de la présentation. Donc, je vous laisse donc avec Marwan Himdi et je vous rejoins dans la partie chat. Donc, à toi, Marwan. Merci beaucoup. Merci au CMTL là, pour l'invitation et puis très heureux de inaugurer, on va dire, les webinaires pour 2023. Donc, pour cette année, bon, on a souhaité commencer avec ce sujet-là qui est les tests de performance. Alors, je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Alors, pour me présenter, bon, comme l'a dit Anir, donc je suis consultant test de performance indépendant depuis 6 ans. Dans le passé, j'ai été ingénieur test de performance chez un pure player du test logiciel basé à Rennes, donc en France. Et puis, j'anime des formations autour de ce sujet qui est les tests de performance, l'industrialisation des tests de performance. Alors, pour le menu de cette présentation, hop, c'est fait. Donc, ça va être la minute pour convaincre ceux qui hésitent encore de l'intérêt de faire des tests de performance. Donc, j'essaierai de donner quelques bonnes raisons pourquoi il faut pas délaisser cette activité. Ensuite, je vais parler un petit peu des approches pour gérer les performances d'une application. On va parler approche au niveau. Donc, et puis, par la suite, donc, je vais détailler le processus de test de performance. Donc, voilà, c'est un processus qui est structuré en 4 étapes. Donc, on va voir un peu les contours de chaque étape avant de partager avec vous quelques retours d'expérience, points d'attention. Donc, si vous voulez un peu aller dans ce domaine-là, donc voilà, ce serait un retour d'expérience de quelqu'un qui a fait pas mal de bench à son actif. Et puis, je terminerai sur la question qui est quel outil choisir pour réaliser ces tests de performance avant de faire, voilà, de faire une petite démonstration sur un outil que j'ai choisi pour l'occasion. Et puis, à la fin, vous aurez l'occasion de me poser des questions. Ce sera toujours avec plaisir de pouvoir y répondre. Alors, pourquoi on fait des tests de performance? Je pense que, bon, est-ce que c'est légitime encore de se poser cette question? Peut-être il y a une dizaine d'années, c'était un peu le cas. Maintenant, on voit de plus en plus de personnes qu'en fait, qui intègrent cette partie-là dans leur projet de testing. Donc, que ce soit les tests de performance, les tests de sécurité ou les tests techniques d'une façon globale. Donc, voilà, c'est devenu une phase importante dans le process du testing. Et si on fait un sondage justement pour savoir quelle est la principale raison pour tester les performances, celle qui revient assez souvent, c'est pour pouvoir évaluer les performances avant une map. Donc, on a toujours peur d'une catastrophe ou une dégradation de performance en production. Donc, on aime toujours un peu anticiper les choses, vérifier que tout est bon, la configuration est celle est la plus optimale. Et puis, voilà, donc, parce qu'on sait très bien que diagnostiquer en mode pompier des problèmes de performance, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc on aime toujours avoir ce premier ressenti des utilisateurs, voir comment l'application va réagir quand on la fait subir à une charge qui correspond à celle de la production. Donc ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est le point qui concerne l'utilisation des ressources. C'est vrai que maintenant, on assiste à de plus en plus d'utilisation du cloud. Et donc, qui dit cloud dit paiement à l'usage. Et donc, voilà, vous utilisez plus de ressources, donc vous payez plus. Et surtout, ça, c'est un sujet qui intéresse principalement les architectes. Donc, avant de déployer ou avant de proposer une architecture ou un dimensionnement, ils aiment toujours savoir quel est le juste milieu, on va dire, en termes de ressources. Voilà, alors c'est facile de dire, je mets le max de mémoire, etc. Alors, ça se trouve, l'application ne consomme pas autant. Donc, on va essayer plutôt de faire des tests de benchmark
pour s'assurer que le dimensionnement qui a été choisi permet justement de pouvoir absorber la charge attendue en production. Et puis l'autre point, c'est évaluer la capacité de l'infrastructure, ce qu'on appelle également le capacity planning, c'est-à-dire pouvoir mesurer la marge restante. Donc, vous savez tous, quand on dimensionne une architecture, on ne met pas juste ce qu'il faut pour absorber la charge attendue. On laisse toujours une marge. Et en fait, généralement, quand on met dans un plan prévisionnel l'évolution d'une architecture, avant de le faire, il faut savoir déjà, est-ce que l'architecture actuelle, il y a encore de la marge pour pouvoir absorber une charge supplémentaire ou une volumétrie supplémentaire. Et donc, pour le faire, on va faire des tests, on appelle des tests limites, donc qui permettent justement de savoir quelle est la limite d'une infrastructure. Et du coup, on arrive à calculer cette marge restante. Et puis, dernier point, c'est la possibilité de pouvoir diagnostiquer ou proposer des optimisations des performances en fait avant la MEP. Donc, l'erreur, on le voit dans certains cas, j'ai quelques retours de personnes justement qui optimisent les performances de leur application en production. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, la meilleure solution, c'est de pouvoir essayer de reproduire l'activité de production, donc avec des tests de charge dans un environnement dédié, donc un environnement de test ou un environnement de bench, et essayer de tester les différentes configurations, le nouveau code, jusqu'à arriver à avoir un niveau de satisfaction des performances avant de décider que c'est la bonne version ou que c'est la bonne architecture qui va être déployée. Donc ça, c'était quelques bonnes raisons pour pouvoir faire les tests de performance ou avoir recours à cette activité. Hop. Maintenant, sur les approches. Alors, bien évidemment, en fait, quand on parle de tests de performance d'une façon globale, il faut savoir que c'est une activité qui doit être présente tout au long du cycle d'une application. Donc, alors, effectivement, on fait toujours le raccourci quand on parle de tests de performance. C'est plutôt le deuxième point. Voilà, je teste une application dans un environnement de bench et puis je mesure les performances. Mais on assiste actuellement à une vraie prise de connaissance comme quoi ce sujet-là, la gestion des performances applicatives, doit être un sujet qui doit être traité de bout en bout. Et donc, quand je dis bout en bout, donc à la fois en phase de développement, en phase de recette, bien évidemment, c'est ce qui se fait le plus souvent, mais également en phase après la mise en production. Donc, ça veut dire en phase d'exploitation. Alors, en phase de développement, c'est ce qu'on appelle aussi les tests de performance en intégration continue. La raison pour laquelle ces tests-là sont intéressants, mais c'est comme tout type de tests, hein, quand on les intègre au plus tôt, c'est pouvoir identifier très tôt les problèmes de performance. D'accord? Donc ça, on le sait, hein, ça, je pense que c'est ce qu'on a appris au début sur le métier du test. Un test qui a été découvert plus tôt, ça coûte moins cher que s'il a été découvert plus tard. Donc ça, c'est un peu la règle d'or. Et donc, pour les performances, la règle reste aussi valable. Donc j'ai des cas où on avait la possibilité d'identifier un problème très tôt. Bon, on l'a découvert un peu très tard. Ça a retardé la mise en prod, mais ça aurait été pire si on l'avait découvert en phase d'exploitation. Donc, c'est pour ça, maintenant, la tendance est de pouvoir intégrer les performances très tôt dans le cycle de développement. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, donc ça permet de détecter très tôt des problèmes de performance, mais aussi ça permet de vérifier la non-régression. D'accord? Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des tests de performance systématiques, alors bien ciblés. Alors, je ne vais pas trop détailler en fait ce point-là, parce que à lui tout seul, ça peut faire l'objet justement d'un webinaire. Et je vous invite, donc c'est un peu le sujet d'un atelier que j'avais animé il y a quelques années, justement sur les tests de performance, qui sont la bonne approche, qui sont les clés justement pour pouvoir faire des tests de performance en mode intégration continue. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, donc c'est le classique, hein, c'est de pouvoir réaliser des campagnes de bench en phase de recette, donc sur un environnement, ce qu'on appelle de pré-production. Et en fait, on le fait parce qu'on aimerait bien voir évaluer le comportement de l'application d'un point de vue performance
quand il est soumis à une charge qui représente celle de la production. D'accord? Donc, on sait qu'en production, on s'attend à avoir voilà, une centaine d'utilisateurs en simultané. Donc, on va faire pareil dans un environnement de pré-production et on va s'assurer que en fait, l'application ou l'infra va supporter bien cette charge-là sans trop de difficultés. Voilà. Et donc, comment on le fait? Tout simplement, on va exécuter un ensemble de campagnes de test donc sur un périmètre fonctionnel qui va être choisi et dans un environnement, alors idéalement, ça doit être un environnement isoproduction pour pouvoir se projeter par rapport à la production. Mais généralement, voilà, on essaie d'avoir l'environnement disponible le plus proche de la production pour pouvoir faire ces tests-là. Des fois, voilà, quand on n'a pas un environnement aussi dimensionné que celui de la prod, ça arrive des fois qu'on teste directement sur l'environnement de production, mais généralement, c'est avant une ouverture de service. Donc, ça veut dire, c'est une application future, on est en phase pilote. Voilà, donc c'est la future production et donc on peut se permettre de faire voilà, des tests de performance sur cet environnement. Et puis, le dernier point, c'est le suivi des performances en production. Donc, le but, justement, c'est d'avoir et d'évaluer le vrai ressenti utilisateur. Donc, avec le premier, le deuxième point, on est plutôt dans une phase de test. Donc, ça donne des indications, on va dire, ou quelques indicateurs sur les performances de l'application, mais ça ne permet pas de mesurer le vrai ressenti utilisateur, que lui, c'est quelque chose qu'on ne peut le faire qu'en production. D'accord? Et donc, pour ça, on a différentes techniques. Alors, soit on va faire un robot, on va mettre en place un robot qui va dérouler en continu, en fait, un scénario métier. Voilà, j'accède à l'application, je me connecte, je fais une authentification. Et là-dessus, bon, on peut utiliser un automate de test fonctionnel, on peut utiliser d'autres outils qui sont disponibles. Et donc là, on fait ce qu'on appelle un peu de la supervision active ou de monitoring synthétique. Et donc, régulièrement, on fait des mesures de temps de réponse. Et donc, ça permet justement d'avoir voilà, des tableaux de bord avec les temps de réponse et voir éventuellement anticiper une régression de performance avant que ce soit l'utilisateur final qui va le découvrir. Et puis, voilà, on peut imaginer un peu le chaos qui peut régner. Et l'autre approche, c'est de passer par des outils APM. Voilà, de plus en plus, alors on ne parle pas de Dynatrace, donc c'est celui qui domine un peu le marché. Donc Dynatrace, c'est en mesure justement de pouvoir injecter du code JavaScript ou autre, ou pouvoir superviser l'infra, de telle sorte à pouvoir mesurer finement le vrai temps de réponse de bout en bout. Ça veut dire même le temps ressenti côté utilisateur depuis son navigateur. Voilà. Donc ça, c'était un peu les trois niveaux où on peut faire une mesure ou une évaluation des performances. Et donc, en fait, dans le slide suivant, donc, je vais plutôt prendre le deuxième point parce que c'est celui qui est le plus connu. C'est ce qu'on appelle les tests de charge dans la phase de recette. Et donc, je vais un peu détailler le processus que j'utilise pour réaliser ou mener un projet de test de charge. Donc, c'est un processus, on va dire, assez classique qu'on trouve également dans les autres projets aussi d'automatisation. Donc, ça démarre avec une phase de cadrage. Donc là, c'est plutôt des réunions avec le client pour bien définir quels sont les objectifs du test. Est-ce que c'est un test qui va viser uniquement, enfin, valider les performances avant une map? Est-ce que c'est un test qui va viser plutôt vérifier une configuration? Est-ce que c'est un test qui va servir pour benchmarker plusieurs solutions? Donc, voilà, on hésite entre des choix technologiques et on aimerait bien faire des tests de performance pour comparer les différents choix. Voilà, il peut y avoir plusieurs objectifs. Donc, il faut bien les préciser dans cette phase du cadrage. Ensuite, on va définir façon macro le périmètre fonctionnel. Qu'est-ce qu'on va tester réellement? D'accord? Donc, voilà, on va essayer un peu de cibler certains parcours critiques ou parcours fréquents. Donc, on va essayer justement de simuler via des automates de test de charge. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une idée sur les performances de ce périmètre fonctionnel. Et puis aussi, on va décider du planning, quand est-ce qu'il faut lancer les tirs, surtout quand on travaille sur un environnement qui est mutualisé. Donc, il faut bien évidemment savoir quelles sont les fenêtres disponibles pour nous pour pouvoir lancer des tirs. Ensuite, donc, une fois on recueille un peu
l'ensemble du besoin, on discute avec le client voilà, par rapport à ce qu'il attend de cette mission-là. Donc, on essaie de définir une stratégie qu'on va exposer au client. Et donc, en fait, dans la stratégie, donc on va d'abord définir ou identifier quel est l'environnement de test qui va être utilisé. Donc, parmi ceux qui sont disponibles. Et donc, voilà, l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un environnement qui soit le plus proche de la production en termes de performance. Ensuite, il y aura le choix de l'outil. Alors, bien évidemment, le choix de l'outil, on verra à la fin, il y a plusieurs critères qui vont rentrer. Alors, généralement, pour un testeur de performance, il ne faut pas être unique casquette et maîtriser un seul outil, mais plutôt voilà, avoir de bonnes connaissances sur les outils, on va dire, qui sont les plus utilisés. Donc, ça lui permet d'avoir voilà, cette on va dire, indépendance vis-à-vis de l'outil, voilà, de telle sorte à pouvoir choisir d'une façon objective l'outil qui va être utilisé. Ensuite, il y a la partie stratégie d'injection. D'accord? Donc, quand on parle de test de charge, donc on parle d'injection de charge, on parle de simulation de requêtes. Et en fait, bien évidemment, quand on a une architecture un peu complexe, il faut savoir bien définir comment on va pouvoir attaquer et comment on va pouvoir stresser l'application. D'accord? Donc, il faut identifier vraiment les différents points d'injection et en fait, savoir quel est le bon compromis pour pouvoir stresser l'application. Donc, du fois, vous pouvez avoir une architecture entière et en fait, l'objectif est vraiment de tester un composant particulier. Après, voilà, il n'y a pas besoin vraiment de tester depuis le point d'entrée si vous avez une alternative plus facile en termes de coût pour le client pour pouvoir stresser ce composant-là. Donc, c'est pour ça, c'est très important de choisir voilà, comment on va pouvoir injecter ou simuler la charge. Ensuite, il y a le périmètre fonctionnel. Donc, on va essayer de détailler, donc bien évidemment, avec les jeux de données qui vont être requis. Voilà, donc les jeux de données. Donc, alors, ce point-là, c'est vrai que c'est un point qui est commun aussi avec l'automatisation de tests fonctionnels. Par contre, il est beaucoup plus important. Il a plus de poids pour les tests de charge parce que, bien évidemment, quand on fait des tests de charge, on va consommer des jeux de données en volume. Alors que quand on fait des tests fonctionnels, on a juste besoin de quelques jeux de données voilà, pour valider fonctionnellement. Là, vraiment, on va consommer beaucoup de jeux de données. Et donc, bien évidemment, c'est un point qu'il faudra effectivement définir les contours, de savoir qui va faire quoi. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un prérequis ou est-ce que c'est à vous de générer les jeux de données qu'il vous faut. Ensuite, il y a la plateforme de supervision. Alors, bien évidemment, quand on parle de tests de performance, c'est pas uniquement je mesure le temps de réponse d'une action, un métier ou d'une transaction. Ça, voilà, donc ça, c'est le point important. Mais à côté, il faut savoir aussi ou avoir une idée sur le comportement de l'application. Est-ce que la mémoire allouée, elle est suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas de contention sur l'accès disque, pas de contention sur le processeur, etc. Vous voyez, et donc pour avoir cette vision-là, bien évidemment, il faut avoir une plateforme de supervision. Alors, généralement, soit la plateforme elle est intégrée dans l'outil qu'on a choisi, donc principalement les outils, on va dire, payants, ils ont cette fonctionnalité-là de supervision. Sinon, il faut pouvoir s'appuyer sur des solutions externes, type Nagios, Zabbix ou d'autres solutions, on va dire, entre parenthèses, hein, fait maison. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir avoir un œil sur le comportement de l'application et ça aide beaucoup pour l'analyse et pour le diagnostic des problèmes de performance. Parce qu'on va dire, telle action, ça dure 60 secondes. Bon, le client, il va vous poser la question pourquoi ça prend tant de temps, quoi. Donc, il faut pouvoir savoir lui répondre, trouver des explications. Et donc, parmi les explications, on peut les trouver justement dans cette partie supervision. Ensuite, on va définir les campagnes de test. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? Voilà. Est-ce qu'on va faire un test aux limites? C'est-à-dire, on va pousser jusqu'à ce que l'application tombe. Ou est-ce qu'on va faire un test d'endurance? Donc, ça veut dire on va faire un test qui va durer longtemps et on va voir est-ce que l'application va se fatiguer ou pas. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, il faut le rappeler parce que c'est du temps derrière. Et donc, ça aide pour le chiffrage. Donc, il faut bien définir la stratégie et les différentes campagnes qu'on va faire. Et puis aussi, il faut définir les acteurs. Donc, qui va faire quoi? Est-ce qu'on, par exemple, sur certains points, on n'a pas suffisamment d'outils pour diagnostiquer? Est-ce que, par exemple, sur la partie base de données,
on peut s'appuyer sur les compétences existantes voilà, d'un DBA ou autre, ou d'un architecte réseau. Alors, assez souvent, donc c'est le testeur de perf, il agit tout seul. Donc, on lui confie voilà, la mission et donc c'est à lui de se débrouiller pour mener de A à Z le projet. Mais pour des projets, on va dire, très complexes, critiques également, des fois, ça peut être un travail d'équipe avec plusieurs personnes, le testeur de performance, l'ingénieur réseau, l'admin système, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, si on a besoin de ressources supplémentaires, ben, il faudra que ça soit clairement identifié, clairement précisé dans le document de stratégie. Ensuite, donc une fois la stratégie définie, donc on attaque la partie conception. Et donc là, dans la partie conception, l'idée, c'est de développer les scripts de test pour le périmètre fonctionnel qui a été identifié. Donc ça passe par des phases d'enregistrement. Donc c'est comme comme on le fait aussi avec l'automatisation. Voilà, on fait la phase de recording, hein, d'enregistrement du scénario. Ensuite, on va travailler le scénario pour le variabiliser, pour le rendre représentatif, pour le rendre dynamique, pour le rendre robuste. Ensuite, on va rajouter de la validation dans le scénario pour s'assurer que le scénario, quand on va le lancer, il y a des points de contrôle qui permettent de vérifier et de valider que l'action a été bien réalisée. Ensuite, il y a la partie aussi jeu de données, génération, validation des jeux de données. Donc, comme je l'ai dit, c'est un point très important, un peu sous-estimé. Et en fait, c'est une fois quand on veut commencer, on voit que voilà, on n'a pas assez de jeux de données, voilà, qu'on commence un petit peu à paniquer, quoi. Donc, il faut vraiment anticiper ce point-là, la partie jeu de données, voilà, pour pouvoir avoir des tests qui soient représentatifs. Ensuite, on va lancer les campagnes, hein. Donc, généralement, on va commencer par des petites campagnes à faible charge. Voilà, si par exemple, l'objectif est de tester avec 1000 utilisateurs, on ne va pas démarrer d'un coup avec les 1000, quoi. Donc, il faut vraiment y aller par étapes. Et donc, voilà, on fait des tests faible charge. Ensuite, la charge nominale, ça veut dire la cible. Éventuellement, si ça a été demandé, on peut pousser jusqu'à la limite. Donc, des fois, les clients, ils aiment bien savoir quelle est la limite de l'infra. Donc, ils aiment bien voilà, qu'on fasse des tests aux limites aussi pour voir jusqu'où on peut aller. Et puis, également, on peut faire des tests d'endurance pour savoir si on n'a pas de fuite mémoire quelque part qu'on aurait éventuellement constaté en production et qu'avec les tests, on arrive à les reproduire. Et puis, dans la phase bilan, l'idée, c'est vraiment d'avoir et de collecter toutes ces informations, que ce soit des logs, que ce soit les indicateurs qui sont remontés par l'outil de test de charge pour faire une analyse globale et aussi faire une synthèse au client avec les points d'attention, les recommandations. Et là-dessus, donc voilà, donc il faut vraiment s'il y a un point qui pourrait éventuellement mettre en cause la map, il faut le dire. Voilà, il y a peut-être des craintes sur ce point-là. Et moi, je préconise plutôt d'optimiser ce composant-là parce qu'il y a un risque fort que, voilà, qu'en production, ça tombe. Alors ensuite, donc là, j'essaie sur 2 slides, en fait, de faire un petit résumé de retour d'expérience, point d'attention, donc ce que un peu vécu dans ce métier de test de performance. Donc, le premier point donc, qui concerne un peu le périmètre des tests, c'est de pouvoir prioriser les scénarios qu'on souhaite tester. Il ne faut pas chercher à tester tous les scénarios. Il y a peut-être certains scénarios qui sont peu utilisés. Donc, l'impact, il est faible. Hein. C'est utilisé peut-être par un ou deux utilisateurs. Et donc, même s'il y a un risque de performance, ce n'est pas grave. Il y a toujours des solutions de contournement. Donc, ces scénarios-là, bon, sauf si on a un budget comme ça à dépenser, bon, ce n'est peut-être pas des parcours à prioriser, quoi. Par contre, des scénarios critiques ou fréquents, ça veut dire où il y a une forte volumétrie, bien évidemment, c'est les scénarios qu'il faut tester, quoi. Alors, généralement, le périmètre fonctionnel va tourner autour de 5-6 scénarios. Bon, il ne faut pas chercher à tester 20, 30. Donc, je me dis, hein, ce n'est pas un test fonctionnel, ce n'est pas la même charge. Donc, bien évidemment, donc on va vraiment cibler là où on a des craintes, où on pense qu'il y a un risque potentiel de problème de performance. Ensuite, il faut pouvoir évaluer la volumétrie de chaque scénario. Et donc ça, malheureusement, moi, j'ai vu que c'était un sujet qui est un peu méconnu. J'ai envie de dire, certains clients connaissent mal en fait leur application. Quand je leur demande, par exemple, quel est le nombre d'utilisateurs simultanés qui utilisent votre application,
on confond assez souvent utilisateur potentiel, déclaré et utilisateur simultané. Alors, ce n'est pas la même chose, hein. Vous avez 1000 utilisateurs déclarés dans votre application. À aucun moment, vous aurez 1000 qui se connectent en simultané, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça ce point-là de, comment dire, de volumétrie, il est très important. Qu'est-ce qu'on cherche à reproduire pour les tests de performance? Et donc aussi, il y a l'aspect volumétrie des scénarios. Par exemple, vous testez un scénario de création de commandes ou de création de factures. Alors, on pose la question de savoir, en période de chauffe, quel est le nombre de factures créées sur 5 minutes, sur 10 minutes. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire. D'accord? Voilà, donc ces éléments, c'est très important. Donc, soit on va poser la question à l'EMOA, si elle a la réponse, soit quand c'est possible, et moi, c'est ce que j'essaie de faire, hein, donc, c'est de pouvoir analyser. Donc, je demande l'accès, alors soit les logs applicatifs, soit à la base de données de tests. Et j'essaie de faire un peu du travail, on va dire, de data scientist, hein. J'essaie un peu de recouper les informations pour avoir une idée sur le nombre d'utilisateurs qui se connectent en simultané. Et donc là, en cherchant la requête ou la transaction d'authentification et en faisant une analyse un peu macro, on arrive à estimer à peu près le nombre d'utilisateurs qui se connectent ou qui sont actifs en simultané. Pareil aussi pour la volumétrie. Donc, en isolant les requêtes de création de factures, etc., on arrive à faire aussi le même travail. Donc, c'est très important. C'est essayer d'avoir une idée sur la volumétrie actuelle. Et en fait, c'est cette volumétrie-là qu'on va chercher à reproduire, voire éventuellement à dépasser, pour avoir une certaine marge, quoi. Et puis, l'autre point, c'est de bien identifier les jeux de données et estimer l'effort nécessaire pour les générer. Comme je l'ai dit, il y a certains scénarios où les jeux de données sont faciles à produire ou à valider. Pour d'autres scénarios, ce n'est pas aussi évident, hein. Ce n'est pas juste une inscription dans une base, etc. Donc, ça m'arrive assez régulièrement que je développe tout un script de test pour la génération des jeux de données. D'accord? Voilà, quand c'est des comptes utilisateurs, etc., qu'il faut utiliser, ou quand c'est des factures, par exemple, qu'il faut, par exemple, consulter ou modifier, etc. Donc, je prévois des scénarios, donc aussi dans la charge, hein. Et donc, ça me permet d'avoir cette autonomie, on va dire. Si j'ai besoin de lancer plusieurs tests, j'ai toujours mon script de test de génération de données qui va me servir pour à chaque fois lancer les tests. Alors, et aussi au niveau de l'exécution, donc il faut faire bien attention quel est le modèle de charge qu'on va utiliser. On a différents modèles de charge. Alors, généralement, quand on connaît la charge nominale qu'on va exécuter, on va s'orienter vers un modèle de charge classique. Quand on cherche justement le point de rupture, on va faire un test par palier, voilà, comme vous voyez au milieu. Et puis, généralement, quand on fait un test pour une API, alors c'est intéressant de faire un test par pic, parce que généralement, les API, c'est des services qui sont consommés, que ce soit par des batchs ou par d'autres. Et donc, on peut s'attendre à avoir comme ça des accès concurrents avec des pics de charge. Donc, c'est toujours intéressant de faire un modèle comme celui que je présente avec des pics de charge. Ensuite, l'autre préconisation, c'est quand vous avez plusieurs scénarios et métiers à tester, essayez d'évaluer les performances de chaque scénario. Alors, c'est vrai que la tendance, on va faire vite, on va mélanger l'ensemble. Le problème, c'est quand vous avez un souci de performance, vous allez avoir du mal à isoler quel est le scénario qui produit les performances et de pouvoir isoler la transaction. D'accord? Donc, c'est toujours intéressant de tester les performances de chaque scénario à part. Et après, on peut éventuellement combiner l'ensemble pour avoir une idée par rapport au comportement de production. Et puis, l'autre point, c'est quand on est en phase de tuning, donc on cherche à tuner les performances de l'application, il faut peut-être éviter de modifier plusieurs paramètres à la fois. Donc, on se perd après pour savoir quelle est la modification qui a amélioré les performances. Donc, voilà, il faut aller point par point. Donc, on essaie d'ajuster tel point et on regarde ce que ça va donner. Et puis, voilà, on ajuste sur un autre. Et comme ça permet de voir effectivement quel est le compromis ou quel est le paramètre qui va vraiment agir sur les performances. Donc, ça, c'était globalement quelques retours d'expérience. Effectivement, il y a d'autres points. Je pourrais poser la question
répondre à vos questions donc, à la fin. Mais effectivement, voilà, il y a quelques points sur lesquels il faut faire attention quand on fait des projets de test de performance. Alors maintenant, on arrive sur la question comment je dois choisir mon outil de test de charge. Comme je l'ai dit, hein, faut pas être mono-outil et toujours proposer celui-là. On perd un peu de crédibilité vis-à-vis du client. Donc, il faut toujours un peu voilà, avoir une idée, avoir pratiqué plusieurs outils de test de charge. Et donc, le principal critère, on va dire, pour choisir un outil, ça va être la couverture fonctionnelle. Donc, quand je parle de couverture fonctionnelle, ça veut dire on a un ensemble de fonctionnalités qui va de l'injection distribuée, la scalabilité, qui sont les protocoles supportés, quel est le reporting proposé par l'outil, est-ce qu'il y a un reporting dans la base de données, comment je peux comparer entre deux tests, etc. Il y a plusieurs points. Et là-dessus, donc, moi, ce que je fais aussi, c'est que je vois avec le client si on ne peut pas le faire une sorte de qualification d'outil par rapport à son besoin, parce que l'outil qui va correspondre à un besoin client peut ne pas correspondre à un autre besoin client. Donc voilà, ça dépendra de plusieurs des protocoles, des types d'applications qu'on va tester, de besoin aussi au nombre d'utilisateurs. Voilà, il y a plusieurs critères. Et donc, il faut vraiment faire une sorte de grille de qualification pour savoir et pour pouvoir comparer entre les différents outils. Ensuite, l'autre point, c'est l'effort de conception. D'accord? Conception et maintenance. Donc, je ne vais pas prendre un outil voilà, parce que il est disponible, etc. Mais combien ça va me coûter pour faire un script de test? Si ça va me coûter 4-5 jours pour un seul scénario et qu'à chaque fois, je dois passer 2-3 jours, donc bien évidemment, voilà, donc c'est peut-être des outils à ne pas utiliser, quoi. Et donc, ce point-là d'effort de conception, c'est le mettre aussi en corrélation par rapport au coût d'acquisition. J'ai quelques retours de personnes qui sont allées vers des solutions open source parce que c'est open source, mais quand je leur demande, par exemple, combien il leur faut du temps pour faire tel ou tel scénario, voilà. Donc, on a d'autres alternatives. On peut diviser par 3, par 4 le temps de conception de maintenance. Vous voyez, donc en fait, le calcul, il est vite fait, quoi. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale. Combien j'ai de scénarios à faire dans l'année, combien j'ai de campagnes de tests à faire dans l'année, etc. Avec cet outil-là, combien je vais consommer en nombre de jours que je traduis, que je convertis on va dire, en chiffres. Et puis, pareil avec l'autre, quoi. Donc, des fois, une solution payante peut être plus adaptée qu'une solution open source. Et puis, il y a aussi le point de la disponibilité des compétences. Donc, est-ce que dans mon équipe, j'ai des personnes motivées, etc., pour pouvoir le faire? Est-ce que c'est une activité que je vais pouvoir déléguer à un développeur? Donc, est-ce que le développeur il est plus à l'aise avec tel ou tel outil? Donc, des fois, on fait comme ça des sessions de démonstration pour les différentes équipes qui vont pouvoir mener ou réaliser des campagnes de test de pair pour savoir quel est l'outil qui va leur correspondre. D'accord? Et dans les outils, alors, globalement, donc je vous ai un peu compté quelques outils qui m'arrive d'utiliser. Donc l'outil, par exemple, le NewLoad, donc c'est un outil que j'ai pas mal utilisé, donc assez intéressant. Donc je vous ferai une petite démo tout à la fin. Donc c'est un outil complet où il y a tout ce qu'il faut pour tester les web. Donc il supporte tous les protocoles, donc avec un très bon reporting. Donc voilà, donc c'est un outil très très intéressant. Ensuite, vous avez des solutions open source, mais avec aussi une déclinaison on va dire, version enterprise comme Gatling. Donc, c'est un outil qui est pas mal aussi utilisé. Donc, c'est un outil, ce qu'on appelle le As-code, donc ça veut dire le script de test. C'est du développement, c'est une classe hein, en Java ou en Scala ou autre. Et vous avez aussi un concurrent là qui est en train de pousser qui s'appelle Cassis. Donc, Cassis, voilà, c'est un outil aussi open source voilà, qui est porté par Grafana Labs. Donc Grafana Labs, derrière, c'est voilà, l'outil de reporting Grafana. Donc, assez intéressant. Donc, là, le script de test, on va le définir sous forme de classe en JavaScript. Et donc, ces deux outils-là, Gatling et Catalyst, généralement, c'est des outils qu'on va utiliser pour tester les API. Parce que, voilà, c'est un peu difficile de pouvoir faire un script IHM d'un scénario qui fait, je ne sais pas combien, une dizaine ou une vingtaine d'actions utilisateurs et le faire dans du code, quoi. Donc, même pour c'est pas très visible, même pour la maintenabilité, c'est pas toujours évident. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et puis, vous avez la solution, je pense, qui est connue, hein, qui est JMeter, des solutions open source, qui existent depuis plus de 20 ans maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, si on opte pour JMeter, c'est de voir la surcouche qui s'appelle Octoperf. Donc, c'est une surcouche qui permet
justement de pouvoir lancer des tests de charge, des tests à forte charge, parce que la limite, on va dire, avec du JMeter, c'est quand on cherche à injecter une forte charge, on a toujours cette problématique des injecteurs, etc. Donc, c'est ce qu'essaie à quoi répondre en fait, Octoperf, qui propose une interface web où là, vous importez votre script JMeter et puis voilà, on s'occupe du reste. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration avant de vous laisser voilà, la main à Anir pour la démon, plutôt pour les questions. Et donc, je vais la faire avec l'outil Newload. Donc, je vais partager mon écran et je partage tout. Hop. Alors, donc l'outil Newload, donc voilà, donc l'outil Newload, donc c'est celui-là. Donc vous avez, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est bien en termes aussi de menu, c'est bien fait. Là, vous avez la partie conception. Donc là, on va mettre les scénarios métiers, donc un scénario acheteur, un scénario visiteur, etc. Ensuite, on va les regrouper dans ce qu'on appelle des populations, etc. Donc vous avez la partie supervision. Donc là, j'ai ma machine là, que je vais utiliser pour le test, donc qui héberge l'application que je vais tester. Donc je supervise la partie système, la partie frontale, le serveur Tomcat, etc. Ensuite, vous avez la partie exécution, où là, vous allez définir les modèles de charge. Donc là, je vais faire un petit test qui va durer 2 minutes 30 avec un modèle de charge par palier. Donc, j'augmente 10 utilisateurs toutes les 30 secondes jusqu'à 50 utilisateurs. Et donc là, je vais démarrer le test. Et donc, ce qui est intéressant avec Newload, c'est que on peut envoyer directement les résultats sur une interface web. Donc, il y a une solution SaaS qui vous permet justement de suivre les temps de réponse. Donc, si vous êtes testeur de perf, donc vous lancez le test, bah, vous pouvez partager le lien avec le reporting et comme ça, d'autres personnes qui attendent justement les résultats, ils peuvent suivre aussi en temps réel le déroulement de l'exécution. Donc là, il phase d'initialisation et voilà. Et donc là, on démarre les users. Hop. Vous voyez, donc là, 10 utilisateurs d'un coup. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez ici, donc automatiquement, donc j'ai une session qui était ouverte et je peux suivre en temps réel mes users. Voilà, donc là, j'en ai 10 qui se connectent. Donc, j'ai les performances. Et donc là, j'ai la vision côté contrôleur et j'ai la vision web. Et donc, en parallèle, bah, ce qui est intéressant, c'est que via du drag and drop, bah, je peux voir, par exemple, la mémoire de ma machine. Voilà, donc là, je peux faire la mémoire, comme elle est consommée. Donc là, je suis à 75%. Je peux voir le CPU disponible en parallèle. Et puis voilà, vous avez d'autres indicateurs sur les différentes. Et vraiment, ils ont une sorte de plateforme assez complète où là, on a un ensemble d'indicateurs, on a un ensemble de fonctionnalités voilà, qui sont très utiles quand on fait des tests de performance. Donc, je laisse tourner. Bon, je vous montre un peu l'exemple d'un résultat. Vous voyez, donc là, sur ce résultat-là, vous avez la possibilité donc de voir le modèle de charge. Je vois les temps de réponse, donc c'est la couleur dorée. Donc, je vois que c'est assez stable. J'ai quelques pics au niveau du plateau 50. Et sinon, globalement, donc j'ai pas eu d'erreur voilà, dans mes résultats de test. Et donc, c'est ce qu'un testeur de perf va chercher à voir. C'est que du moment les temps de réponse sont stables, donc c'est bon signe. Dès qu'on commence à avoir une dégradation de performance, il faut pouvoir chercher voilà, à quel niveau se situe la dégradation des performances. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai un peu débordé sur le timing, hein, désolé. C'est un sujet qui m'intéresse, du coup, voilà. Et puis, bah, je te laisse la main à Nir pour s'il y a des questions. Eh Voilà. bien, merci beaucoup Marwan, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Donc, il y a des questions qui ont été posées, donc on va commencer à les traiter une par une. Donc, je te pose la première question, c'est une Oui. question de Mohamed Ben Makhlouf. Est-ce que les tests de performance effectués sur un environnement non isoprod, taille des serveurs, entre parenthèses, peuvent donner un état des lieux viable de la performance?
Alors, il y a toujours la réponse que je dis qui paye le plus, paye le moins. Donc, si on arrive à valider que les performances ou les exigences les critères de performance en production, on arrive à le tenir sur un environnement qui est moins performant sur la prod, Mhm. bah, c'est rassurant, quoi. Donc, on sait très bien que voilà, on arrive à tenir sur un environnement sous-dimensionné par rapport à la prod, et ben, du coup, ça nous rassure. Maintenant, si on ne tient pas la cible, il y a pas de, enfin voilà, il faut pas craindre, on va dire, le pire en production. C'est très bien qu'on est sur un environnement. Alors c'est pas linéaire, hein, donc on va pas pouvoir dire bah, c'est 50% de performance de CPU de la prod, donc forcément sur la prod on va diviser par deux. Donc voilà, c'est malheureusement c'est pas linéaire hein, l'analyse des performances, mais c'est toujours les environnements qui sont pas isoprod. L'intérêt, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de la non-régression. Donc, entre versions, donc, tout en travaillant sur le même environnement, ben, on sait très bien que cette version-là, on a eu ce temps de réponse. Ben, la version d'après, sur le même environnement, bah, normalement, si on est supposé améliorer les performances, bah, on doit avoir un temps de réponse meilleur, quoi. Voilà. Donc, on ne peut pas extrapoler, sauf si sauf si on tient. Mais par contre, tout ce qui tire aux limites, etc., ça, on ne peut pas le faire sur un environnement qui n'est pas isoprod, quoi. Mais comme je l'ai D'accord. dit, voilà, ça permet déjà de se rassurer. Donc, si on arrive à tenir sur un environnement moins performant, c'est toujours bon signe. Donc, merci. Donc, je pose la question de Amine. Amine, il dit quelles sont les étapes à suivre pour analyser les résultats d'un test de charge? Donc, aussi, comment le faire? Et Ouais. il donne un exemple, HTML, le rapport HTML de JMeter. Oui, oui, oui. Alors, oui. Alors, bon, très bonne question. Merci, merci Amine. Alors, pour l'analyse des réponses, alors ça, c'est pas toujours évident quand on a beaucoup d'indicateurs, etc. Du coup, moi, le conseil que je donne toujours, le premier critère qu'on doit regarder dans un premier temps, c'est le temps de réponse. D'accord? Donc, le temps de réponse, c'est vraiment celui qui va donner la température sur les performances de ton application. Donc, comme tout à l'heure, là, je l'ai montré, vous voyez ici sur la courbe, quand vous avez comme ça des petits pics, mais en fait, on absorbe, on va dire, OK, alors c'est normal, il y a des petits pics liés à l'augmentation de la charge, mais globalement, sur un plateau stable, les performances doivent rester stables. Donc, si un résultat de performance, alors effectivement, ça peut être JMeter. Alors, rapport HTML, c'est très basique, hein. J'invite Amine à regarder d'autres possibilités de reporting dans JMeter, notamment l'envoi vers du base NoSQL de type FluidDB ou autre, où là, c'est vraiment intéressant parce on a plusieurs indicateurs. Donc, le premier indicateur, c'est le temps de réponse. Ensuite, on va regarder les erreurs. Alors, certains qui disent, bah oui, si ça ne dépasse pas 2-3%, alors, tu es un peu de l'école un peu traditionnelle. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. Alors, soit c'est des erreurs un peu fonctionnelles, on les accepte parce que c'est peut-être lié au jeu de données. Mais quand c'est des erreurs techniques, bah, c'est toujours dérangeant de dire, voilà. Alors, sauf c'est vraiment, c'est le taux est faible et on ne sait pas d'où vient le problème. Donc, temps de réponse en premier. Si le temps de réponse est stable, quelle que soit la charge, eh ben, c'est bon signe. Donc, après, effectivement, on peut donner des indicateurs sur les autres critères. Si les temps de réponse ne sont pas stables, ça veut dire qu'on commence à avoir une dégradation à partir d'un certain seuil, eh bien, il faut regarder dans les autres indicateurs. Et donc, dans les autres indicateurs, donc, on va d'abord chercher au niveau des ressources système, est-ce qu'il n'y a pas une contention? D'accord? Donc, c'est pour ça que des connaissances techniques, etc., ça aide beaucoup. On va regarder aussi au niveau des indicateurs, ce qu'on appelle technique des serveurs. Vous voyez, par exemple, la capacité, le pool de connexion, de thread, de connexion vers la base, des fois, voilà, c'est juste un problème de dimensionnement. Et donc, il faut voir tous ces indicateurs-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va nous alerter, quoi? Et c'est là où, par exemple, des outils payants sont intéressants. C'est qu'ils ont déjà prédéfini certains seuils d'alerte. Et donc, automatiquement, vous voyez, en fait, si je prends par exemple cet outil-là, vous avez ici un onglet qui s'appelle Alerte. Et en fait, dans les alertes, on va mettre des seuils sur les indicateurs les plus utilisés. Par exemple, une alerte sur le pool de connexion, une alerte sur ça, ça. Et automatiquement, quand il y a un dépassement, vous allez avoir des alertes. Et donc, ça doit vous interpeller. Vous dites, ah, au même moment qu'il y a une dégradation de temps de réponse, ah, je commençais à avoir des alertes sur le pool de connexion, sur le pool de thread, etc. Oui, donc c'est dans l'investigation où j'essaie d'analyser les autres éléments.
Les logs aussi sont intéressants. Des fois, voilà, vous pouvez avoir des informations, des messages très explicites, out of memory, etc. C'est des indicateurs que les applications essaient de loguer dans les fichiers journaux et donc il faut les regarder. C'est pour ça, dans l'analyse, il faut avoir une vision 360 sur son écosystème, justement pour pouvoir diagnostiquer et vraiment aller identifier la route cause des problèmes de performance. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a aussi Sin Mehdi qui pose une question. Il dit, en outre que l'OAT, si on souhaite prioriser les tests de performance dès les tests d'intégration et les tests système, donc les deux niveaux de tests, comment peut-on intégrer les tests de performance sur ces niveaux de tests, sachant que la plupart du temps, les environnements techniques y afférents n'intègrent pas des ressources suffisantes pour lancer ces tests, avec un risque de bloquer le déroulement des tests fonctionnels, donc l'environnement qu'on peut mettre à... Oui, voilà, ben, merci Sid Mehdi. Alors là, c'est le sujet justement, donc ça pourra faire l'objet d'un webinaire, hein, c'est les tests de performance, réussir les tests de performance en intégration continue. Alors, il ne faut pas se tromper d'objectif, hein. Quand je parlais tout à l'heure des les trois niveaux de tests de performance, c'est pas l'un qui remplace l'autre. D'accord? C'est des niveaux de tests qui sont complémentaires. Donc, les tests de performance en intégration continue, c'est pas pour remplacer les tests de charge que eux essayent de reproduire le comportement production. Donc, les tests en intégration continue, c'est plutôt des tests de non-régression. Donc, on va travailler sur un environnement d'intégration, ça, on le sait. D'accord? Alors, bien évidemment, c'est peut-être aussi une question posée par Mehdi, c'est un environnement généralement qui n'est pas stable. D'accord? Et donc, on ne peut pas vraiment assurer que voilà, les mesures qu'on a faites il y a 2 mois, ou enfin, je ne sais pas, dans le sprint précédent, est-ce qu'on teste dans les mêmes conditions? Ce point-là de test de performance en intégration continue, c'est un sujet auquel il faut faire attention. Il ne faut pas juste le faire pour que ce soit une sorte de vitrine. Nous, on teste les performances en intégration. Il faut vraiment bien aborder ce sujet-là. Et donc, bien évidemment, si on le fait, si on se met dans des bonnes conditions pour pouvoir évaluer les performances à travers les sprints. Et donc, ça suppose déjà qu'on maîtrise bien l'environnement d'intégration. Ça veut dire, j'appuie sur le bouton, je peux construire tout un environnement d'intégration. D'accord? J'appuie sur un bouton, j'importe une base de données de référence. Vous voyez? Donc, j'importe sur un bouton, je fais un test qui m'assure que toutes les fonctionnalités sont OK. Et bien évidemment, un test de performance, si on l'intègre, il faut que ça se fait après un test fonctionnel. Donc, voilà, on ne peut pas faire les tests de performance si on n'est pas sûr que la fonctionnalité, elle est stable et elle est valable. Alors, sur les créneaux, moi, généralement, quand je fais des tests de performance en intégration continue, surtout que maintenant, il y a les VM ils sont éteintes voilà, pour économiser les ressources vers 20 heures, je peux toujours prévoir, par exemple, le créneau 18h, 20h, ou le créneau, par exemple, 6h du matin. De toute façon, c'est un test automatisé, hein. Et donc, c'est un test qui va être rapide, qui va être lancé. Il faut juste que je m'assure que cette empreinte ou cette mesure que je vais faire, elle est faite dans les mêmes conditions que le test précédent. Et donc, si je vois une courbe, là, par exemple, qui se dégrade, ou une courbe et d'ailleurs, je vais vous montrer justement, si je prends ce test-là, donc c'est un test qui est le même, que j'ai lancé plusieurs fois sur le même environnement. Et vous voyez ici, par exemple, on a un truc qui s'appelle tendance. Voilà, donc ça permet justement de voir l'évolution des performances à travers les sprints. Donc ça, l'exploitation n'est valable que si mon environnement il est identique à chaque fois. Il faut que le seul paramètre qui change, c'est l'application qui a évolué, ou voilà, on teste une version plutôt qu'une autre. Sinon, le reste, l'écosystème ou l'environnement de développement, de déploiement doit être le même. Sinon, on ne peut pas se projeter. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Marwan. Donc, il y a une autre question. Quels sont les prérequis nécessaires pour devenir un testeur de performance? Alors là, je sens la question d'un concurrent là qui va venir. Alors, testeur de performance, alors j'ai envie de dire, il y a deux, enfin, on peut le voir de deux côtés en fait, cette question-là. Alors, il y a certains effectivement qui ont plutôt un profil développeur, et donc voilà, ils peuvent aller vers les tests de performance. Bon, voilà, c'est un sujet qui les intéresse. Donc là où il peut y avoir peut-être une difficulté, c'est sur l'analyse des résultats.
Donc, comme je l'ai dit, hein, un testeur de perf, c'est pas j'appuie sur le bouton, j'envoie la charge et puis je regarde les temps de réponse. Ça, tout le monde peut le faire. Effectivement, pour certaines missions, il y a juste ça qui suffit. Mais pour d'autres, ce que le client attend de vous, c'est une vraie analyse aussi et des préconisations. Donc voilà. Et c'est ça qui fait un peu la difficulté d'une façon générale à des tests techniques par rapport à des tests fonctionnels. C'est pas binaire, c'est pas OK KO. C'est que c'est KO, mais bon, comment je peux faire pour améliorer les choses, quoi. Et donc là-dessus, donc ça demande des connaissances, donc des connaissances sur les architectures pour éventuellement proposer d'autres architectures. Je sais pas, redonder certains serveurs, faire de la compression, etc. Et donc ça, c'est des choses, si vous les mettez dans un rapport de restitution, donc ça suppose que vous avez un niveau de connaissance suffisant qui vous permet de dire, OK, bah, si vous faites ça, ça va améliorer les pertes. Et donc, quand on est développeur, si on n'a pas beaucoup de connaissances sur les systèmes, sur les architectes, etc., ça peut être un peu un frein. Plutôt, je pense que ceux qui vont un peu plus vers les tests de performance, on va dire, de façon un peu assez à l'aise, hein, c'est surtout ceux qui sont à la base des architectes, des admin systèmes. Eux, ils ont des connaissances sur les infras. Donc, la partie analyse, ils sont forts là-dessus. D'accord? Donc, ce qui va leur rester, c'est plutôt une montée en compétence sur la conception d'un script de test. Et là-dessus, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas, d'avoir fait une formation sur 3-6 mois pour apprendre ça, quoi. Donc, il suffit juste de quelques jours de formation pour la personne monte en compétence. Donc, si c'est un domaine que vous aimez, j'ai envie de dire, allez-y et vous allez apprendre sur le tas petit à petit sur les architectures et puis voilà, ça va venir avec l'expérience. Ça rejoint un petit peu une autre question, c'est si un testeur qui exerce déjà comme testeur fonctionnel, Ouais. manuel, est-ce qu'il peut faire des tests de performance? Est-ce qu'il peut s'orienter vers Alors, cette j'ai eu expertise? ces questions-là et en fait, justement, c'est des choses maintenant qu'on essaie de faire chez les équipes, justement, pour organiser les équipes de testing, parce que je travaille avec, avec des clients, justement, cette question revient. Et parce que ce qu'il faut voir, c'est que le temps, la charge pour faire des tests de performance, c'est pas un métier à temps plein, on va dire. Et donc, recruter quelqu'un pour les tests de performance, il aura du mal peut-être à occuper tout son temps. Maintenant, ce qui se fait, c'est que les automaticiens, ceux qui font des tests fonctionnels, on essaie de les intégrer dans l'équipe de tests de performance. Alors, ils pourront dans un premier temps prendre en charge la conception et la maintenance d'un script de test. D'accord? Donc ça, voilà, avec leurs compétences, on va dire, sur l'automatisation, il y a beaucoup de notions similaires à les jeux de données, les assertions, etc., la variabilisation. Donc, ils vont pouvoir être à l'aise là-dessus. Ensuite, sur la phase d'exécution analyse, c'est là où je pense que voilà, petit à petit, ils vont pouvoir participer à des réunions d'analyse, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont acquérir un peu de l'expérience et jusqu'à être autonomes et mener un projet de A à Z. D'accord, très bien. Est-ce qu'il existe des certifications pour renforcer son profil de testeur ou expert de test de performance? Alors plutôt, il y a des certifications orientées outils. Donc, on va trouver une certification par exemple, pour Newlo, des certifications pour LoadRunner, pour tel ou tel autre. Euh, Moi, je pense il y a, comment dire, il y a la partie, je sépare un peu la stratégie. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie un peu de partager avec vous, hein. C'est comment je déroule le projet test de performance de la partie outils, quoi. Et donc, je pense aussi c'est valable aussi, même pour les tests fonctionnels, hein. Donc, effectivement, bah, il y a plusieurs certifs, imagine, automatisation, test manager, etc. Après, il y a des certifs pour certains outils. Pour les tests de performance, alors, ce qui existe, et donc ça date de 2018, hein, donc c'est la certification SCQB, testeur de performance, c'est niveau foundation. Bon, ça, c'est juste plutôt pour se mettre d'accord un peu sur la terminologie sur les tests de performance, quels sont les différents types de tests, quelles sont les tâches qu'il faut faire. Mais j'ai envie de dire, voilà, on apprend sur le tas. Il faut juste avoir les bonnes méthodes, la bonne approche et essayer vraiment de bien identifier, de bien savoir qu'est-ce qu'on cherche vraiment à tester, quoi. Et donc, c'est pas tester juste pour lancer une charge,
mais c'est vraiment pour répondre à un objectif bien précis et donc dans un objectif global qui est améliorer les performances de l'application. D'accord, très bien. Merci beaucoup, c'est Marwan. Donc, il y a De rien. une autre question. Josias, il demande, pour monitorer les serveurs avec Neoload, Oui. faut-il installer les agents? Alors, c'est une bonne question. Donc, Newload, en fait, justement, l'intérêt de cette solution, donc c'est une solution qu'on appelle agentless. Donc, il n'y a pas besoin d'agent spécifique pour monitorer une infra. D'accord? En fait, il va s'appuyer sur les standards euh, existants pour faire de la supervision. Donc, je donne un exemple simple. Vous voulez superviser la partie système d'une machine Linux, par exemple, distante, et ben en fait, vous aurez juste besoin d'un accès SSH. Donc, vous renseignez votre login mot de passe. Et en fait, depuis la console, hein, le contrôleur, donc la console que j'ai montré tout à l'heure, donc on va faire des requêtes toutes les 10 secondes. On va se connecter, ouvrir une session, on va maintenir la session. Et toutes les 10 secondes, on va faire un vmstat, on va lancer des commandes locales pour faire ça. Donc ça, c'est l'aspect système. Perfmon, c'est pareil. Donc Perfmon, c'est un protocole qui permet de superviser des machines Windows à distance. De la même façon, vous avez des protocoles que le GMX qui permet de monitorer une infra JVM. Vous avez les requêtes stat qui permet par exemple de monitorer un serveur Oracle ou un serveur MySQL. Donc c'est ça l'intérêt de cette solution, c'est que c'est une solution qui va s'appuyer sur les protocoles existants standards pour superviser une infra voilà, pendant le test. D'accord, très bien, très bien. Donc, comme tu as dit, aussi sur la partie certification, il y a des certifications par outillage et il y a Ouais, aussi une certification ISTQB tout à fait. Ouais. euh, Test de performance. perf, ouais. Donc il y a le syllabus, moi je vous invite, hein, vous pouvez le regarder, enfin au moins pour un peu parler le même langage en fait quand on parle test de perf, savoir un test aux limites, un test de robustesse, test d'endurance, etc. Donc voilà, parce que des fois on est un peu, chacun utilise chacun sa terminologie. Donc bon, l'idée c'est vraiment de savoir chaque test à quoi correspond réellement. Et puis après, vous allez apprendre voilà, des choses sur la supervision, sur les indicateurs clés, etc. Donc voilà, je vous invite à lire le syllabus et puis actuellement passer l'assertif si cela vous intéresse. Mais bon, c'est pas parce que vous avez l'assertif test de perf que ça vous fait de vous opérationnel. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un test technique. Donc l'expérience, ça joue beaucoup. À la différence éventuellement d'un test, enfin peut-être une certif fonctionnelle où on apprend des choses où il n'y a pas beaucoup d'analyse, on va dire. C'est binaire, c'est noir ou blanc. Là, c'est plutôt, voilà, faut nuancer les choses et donc il y a une partie analyse. Et ça, c'est plutôt l'expérience qui va rentrer en jeu. D'accord, très bien, merci. Il y a une autre Oui. question et ça sera la fin après. Donc, y a-t-il des entreprises qui utilisent un autre APM que Dynatrace? Y a-t-il des APM open source? Alors, open source, oui, oui. Alors, il y en a un qui pas mal qui est en train de pousser. C'est celui qui vient avec la stack ELK. Vous allez trouver la stack Elasticsearch. Vous allez trouver le ELK APM. Donc, c'est un sujet voilà, qui est intéressant. Vous pouvez regarder. Alors, moi, je vous invite ceux qui sont intéressés à chercher dans le sujet, enfin, de façon globale, hein, dans le sujet qui s'appelle l'observabilité. Vous allez trouver OpenTelemetry. Voilà, il y a plusieurs standards. Et effectivement, l'AELK, c'est en train de proposer une solution alternative. Mais bon, faut dire les choses. Hein. Dynatrace, ça reste l'outil incontournable, l'outil incomplet. Et voilà. Donc, mais effectivement, il y a des alternatives, mais bon, qui vont nécessiter quand même un peu de travail pour maintenir la solution, pour pouvoir choisir les bons agents, etc. Donc, c'est à voir. Mais effectivement, alors il y a Dynatrace, il y a AppDynamics, il y a New Relic. Donc, tout dépend de quel niveau de granularité on peut remonter, et quelle est aussi la rapidité avec laquelle on peut diagnostiquer des problèmes de performance. Vous voyez, donc il y a plusieurs critères en jeu, mais effectivement, actuellement, Dynatrace reste, on va dire, l'outil incontournable dans le monde des APM. D'accord, très bien. Merci beaucoup Marwan pour cette belle De rien, présentation et c'est moi. ces pépites que tu as partagées avec nous.
Donc, Avec plaisir. j'espère te revoir avec nous sur les prochains événements Bah, il faut que m'inviter, nous c'est tout, allons hein. organiser. Très bien. Donc, et pour rester informé sur les événements du CMTL, vous pouvez nous suivre sur le site du CMTL officiel, donc cmtl.ma, et aussi sur notre page LinkedIn. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup et au revoir à une prochaine fois.